Bonjour. Je voudrais commencer cette conférence par une citation de Viollet-le-Duc qui fit l'éloge du chœur de la cathédrale de Sées dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Au point de vue de la théorie, le chœur de la cathédrale de Sées dépasserait même en valeur celui de l'église abbatiale de Saint-Ouen. Celui était fondé sur un bon sol et si les matériaux eussent été convenablement choisis et d'une résistance proportionnée aux charges qu'ils ont apportées. Mes recherches sur la cathédrale de Sées m'ont conduite à la conclusion que, déjà, le cœur seul de l'édifice mérite d'être compté au nombre des constructions les plus spectaculaires et audacieuses du XIIIe siècle en France, aux côtés du prieuré de Saint-Thibault en Auxois, de la basilique Saint-Urbain de Troyes, et tout particulièrement de la façade sud de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, œuvre de Pierre de Montreuil et chef d'œuvre du gothique rayonnant. Il convient d'ajouter que certains de ces motifs architecturaux qu'on peut trouver à Sées ont apparemment inspiré des grandes constructions très éloignées de la France, comme par exemple la cathédrale Saint-Guy de Prague. J'ai pu élaborer en détail des thèses concernant ce sujet que l'on peut lire dans deux documents, ma thèse de doctorat soutenue en 1997 à l'Université de Heidelberg et un article publié en 2001 dans Opere et Giorni en hommage au professeur Seidel. Il faut donc nous demander pourquoi la cathédrale de Sées, malgré la louange que fit d'elle d'un homme comme Viollet-le-Duc, qui jouissait dans son temps d'une incontestable autorité en matière d'architecture gothique, est tombée dans l'oubli. Pourquoi une seule monographie a-t-elle été consacrée à cet édifice, celle de René Gobillot qui date de 1937? Au cours de mes recherches de doctorat, je me suis très souvent heurtée, de la part des chercheurs, des historiens de l'art ou des professeurs de l'université, à une réaction en forme de questions concernant l'existence même de la cathédrale de Sées. Cette ignorance se rencontrait aussi en Allemagne comme en France, chez des personnes cultivées, mais aussi peu familières de l'art gothique. C'est avant tout cette méconnaissance dont souffrait ce bâtiment qui m'a déterminée à entreprendre, puis à approfondir mes recherches sur la cathédrale de Sées. L'aspect extérieur de la cathédrale. Une des raisons possibles du manque d'intérêt que suscite la cathédrale de Sées est certainement le fait qu'elle a été objet depuis le XVe siècle de différentes restaurations qui ont considérablement modifié, et cela très souvent au détriment de son aspect d'origine. Ainsi, une comparaison de la façade de Sées avec celle d'autres cathédrales peut dissuader les spectateurs d'aller plus loin dans leur découverte du bâtiment, et même parfois les troubler. Certains n'y voient peut-être qu'un édifice d'une laideur repoussante. Pour cette raison, il est absolument nécessaire de définir quel était, à l'origine, son aspect. Dans mon propos, je présenterai quelques-uns des résultats de mes recherches concernant les travaux de restauration, et nous verrons alors que les problèmes dus à des erreurs de construction menacent le bâtiment depuis le XVe siècle, à commencer par la façade ouest, les clochers, puis les parties hautes de la nef, les arcs-boutants, les transepts et enfin le chœur. L'histoire des restaurations se lit donc en contrepoint des dégâts continus qui ont affecté le bâtiment. Mais cela ne suffisait pas. Les mesures de restauration décidées par le passé en ont parfois altéré l'aspect médiéval de certaines parties et les travaux entrepris dans le but éminemment louable de sauver la cathédrale ont chaque fois, après quelques années, fait apparaître de nouveaux problèmes de conservation. Et n'oublions pas, aussi les guerres de religion et de la Révolution française ont attribué à la destruction en prison presque toute la sculpture médiévale des portails. La cause principale de ces travaux de restauration était un vice de construction qui remonte au tout début du chantier. Il semble en effet que le bâtisseur ait élevé l'édifice sans prendre soin de creuser des fondations suffisamment profondes pour le soutenir.
En 1849, l'architecte Victor Ruprecht-Robert, en vue d'analyser les causes de dégradation de l'édifice, fit faire des fouilles et résume l'état des fondations avec les mots suivants. Citation. La cathédrale est fondée sur un sol compressible, composé de remblais successifs correspondant à des diverses reconstructions. Dans le sol, sur une hauteur d'environ 6 mètres, on trouve au fond les restes d'un temple gallo-romain. Au-dessus, une couche de cendres correspondant à la première église, puis les débris de la seconde église, bâtie par Hassan. Enfin, une couche des matériaux brûlés et détruits provenant de l'édifice Yves de Bellem. En sorte que la dernière, celle du XIIIe et XIVe siècle, est posée sur les cendres et des décombres, contrairement aux usages de cette époque, où en général on apportait tant de soins aux fondations des édifices. Les restaurations du XVe siècle. Déjà au XVe siècle, on fut obligé de construire un arc-boutant au-devant de l'ogive qui séparait le grand portail du petit portail de gauche. L'ogive elle-même fut remplie par un mur plat. Le 18 septembre 1452, l'évêque Jean de Pérouse note que le voûte du chœur risque de s'écrouler. Au XVIe siècle, la façade ouest menaçant de s'écrouler fut étayée par 2 grands contreforts. L'évêque Jacques de Sully entreprit alors la consolidation du portail et les tours en les soutenant en dehors et en dedans de l'édifice. En 1516, il construisit à gauche du portail principal un large et haut contrefort qui s'appuie sur l'autre contrefort datant du XVe siècle. Le petit portail, écrasé par les poids du clocher, fut reconstruit. À l'intérieur de l'édifice, la 7e travée située entre les pieds des tours était fermée pendant les travaux de consolidation. On construit ici une sorte de soutènement. Ainsi, la nef est-elle aujourd'hui plus courte d'une travée que celle du XIIIe siècle. Sous l'épiscopat de Pierre Duval, les travaux de consolidation furent poursuivis. En 1560, un 2e contrefort fut construit à droite du portail principal pour soutenir le tour sud, plus élevé que le contrefort du clocher du nord. Il fut placé au-devant de l'arc ogival qui sépare le portail central de celui de droite. À cette époque, cette ogive ainsi que celle qui se trouve à l'extrémité du porche furent fermées, de sorte que les 3 portails n'eurent plus de communication entre eux que par des petites ouvertures pratiquées à cet effet. En même temps, le massif qui est au-dessus du portail principal fut lui également construit au cours de cette période. En même temps, on a refait la galerie de fenêtres placée au-dessus du portail principal. La fenêtre du milieu fut en partie bouchée par de la maçonnerie, sans doute pour réduire au minimum les vides de la construction. Les fenestrages du XIIIe siècle, certainement fléchis sous le poids du clocher, furent par conséquent remplacés par les meneaux flamboyants. À l'intérieur, cependant, au niveau de la tribune d'orgue, les vestiges des meneaux originaux datant du XIIIe siècle sont encore visibles. Comme on l'avait déjà craint 100 ans auparavant, en 1545, la voûte du chœur s'effondrait et fut remplacée par un plafond en bois. Les restaurations exécutées au XVIIIe siècle. L'état de la nef n'exigeait qu'on en interdise au public. Et en 1743, le gibet était détruit. Au XVIIIe siècle, l'architecte Joseph Prusso fut chargé des travaux de restauration de la cathédrale. En 1781, il constate l'humidité des chapelles et construisit une voûte en bois au-dessus du chœur interne. Il constata également que le mur de la nef du côté nord penchait de 14 à 15 pouces en dehors, ce qui menaçait l'édifice entier d'une ruine complète. Prusso attribuait cet incident à l'inégalité des points d'appui de chacun des 2 côtés. Les contreforts du côté du midi étaient massifs, solides et d'un volume considérable, tandis que ceux du nord étaient beaucoup moins larges et affaiblis par des ouvertures. Pour remédier au déséquilibre de la structure et à l'inclination de la nef vers le nord, Prusso
construit ici entre 1780 et 84 un double contrefort appuyé sur une profonde fondation à la hauteur de la quatrième travée nord et dans lequel fut aménagée une chapelle circulaire. Cette construction de Brousseau se révéla seulement 30 ans après insuffisante et en 1809, on constatait d'énormes lézardes dans la partie supérieure de la nef ainsi que l'accentuation du déséquilibre structurel. Brousseau apporte à l'édifice d'autres modifications. La construction des portes doriques qu'il fit ériger dans les transepts à l'intérieur et la suppression des pignons des transepts auxquels il substitua des toitures en croupe, qu'on peut voir sur la gravure que vous voyez sur la droite. Les restaurations de la première moitié du XIXe siècle, les architectes Jean-Antoine Alavoine, Jean-Denis Delarue et Dominique Dedos. Malgré les murs de consolidation érigés au XVIe siècle pour stabiliser la façade ouest, l'architecte Jean-Antoine Alavoine, chargé de la restauration de la cathédrale, en chassa à partir de 1817 la façade dans un énorme massif, en partie en granit, qui vint défigurer l'aspect de l'édifice. Mais une des mesures radicales que Alavoine avait prises était la réalisation des colonnettes et pinacles en fonte de fer, pour remplacer des pinacles et colonnettes endommagées. Dans un document des Archives nationales à Paris, on peut ainsi lire, citation, « L'emploi de cette matière qui se tirera des environs de l'Aigle et qui coûtera beaucoup moins que s'il fallait faire venir à grands frais des artistes de Paris pour sculpter sur la pierre des ornements. » Cette lettre date du 10 avril 1819, c'est-à-dire le jour même d'aujourd'hui, il y a 200 ans. C'est curieux. Comme on peut ensuite le constater, la différence dans le tassement de la dilatation du métal et de la pierre produit ici des fissures et de la rouille et obligea bientôt à des nouvelles réparations. Les architectes de Delarue et Dedos succédèrent à Alavoine et ne firent que poursuivre les travaux qu'il avait commencés. Pour remédier à l'inclination de la nef vers le nord, on entreprit la reconstruction des contreforts du côté nord et sud de la nef. Entre 1832 et 1838, Delarue acheva le contrefort du nord, Erreur encore plus grave, Delarue reconstruit la flèche de la tour du Midi de la même hauteur et suivant le même modèle de celle du nord. La lithographie d'Engelmann, publiée en 1826 et 28, une gravure qui se trouve aujourd'hui au cabinet des estampes du musée Ashmolean à Oxford, montre clairement que la flèche du Midi était beaucoup moins élevée que l'autre et d'un dessin différent. Dominique Dedos devait démissionner de ses fonctions d'architecte diocésain le 21 février 1850 car l'administration des cultes avait décidé de donner congé aux architectes qui lui paraissent incompétents. Après la reconstruction des 6 contreforts de la partie sud de la nef, il avait en effet conçu un projet de restauration pour la façade sud du transept qui aurait complètement défiguré l'architecture médiévale originale. Heureusement, sur la liste dressée pour choisir des architectes qui devaient mettre fin à leur fonction, Dedos était qualifié de mauvais et les projets qu'il avait proposés de défectueux. Cette fois, la cathédrale de Sées eut de la chance et échappa à des mesures qui auraient encore rendu son aspect d'origine plus difficile à déchiffrer. Les restaurations de la seconde moitié du XIXe siècle sous la direction de Victor Aupriche-Robert. Pour éviter que l'extérieur de la cathédrale de Sées ne fût encore plus dénaturé et défiguré par des travaux qui son état exigeait, on confia alors la restauration à un architecte directement nommé et commissionné par le ministre et chargé spécialement sous la direction et contrôle immédiat de l'administration supérieure de la conservation des monuments diocésains. En 1849, la direction des travaux fut confiée à l'architecte Victor Aupriche-Robert. Avec le nouveau conservateur, la restauration du monument entra dans une nouvelle phase. Afin de bien analyser les causes de dégradation et fissures de l'édifice,
Ruprecht-Robert fit une fouille au transept sud, au pied du contrefort sud-ouest, une autre autour d'une chapelle de chœur vers le midi. J'ai mentionné au début de ma conférence des résultats de ces fouilles et je vous ai déjà résumé qu'est-ce qu'on a donné de Ruprecht-Robert. Dans son rapport adressé au ministère des Cultes, il décrit la situation de la cathédrale avec les phrases suivantes, citation. Il y a quelque chose de véritable pénible de voir la magnifique architecture qui s'élève au-dessus d'un pareil chaos. Elle a souffert considérablement et il faut s'étonner plutôt de pouvoir encore l'admirer debout sur ses ruines que de la voir lessadée comme elle est depuis le sol jusqu'à son couronnement. Pour réaliser le double objectif de la conservation et de la restauration du monument, il fallait alors prendre le mal à sa racine, c'est-à-dire reprendre l'édifice à la base et lui donner ce qu'il n'a jamais eu, des solides fondations. Dès 1850, Ruprecht-Robert proposa un projet de restauration du transept sud, qui comprenait la reprise des fondations sur les trois côtés et le rétablissement du pignon. Les trois côtés du transept furent repris en sous-œuvre à une profondeur de 6 mètres. Les contreforts conservèrent leur volume, leur forme et leur pinacle. L'architecte rétablit un nouveau portail et releva le pignon de la façade, accompagné de 2 clochetons. On restaura la rosace en respectant l'état d'origine. 2 lithographies publiées dans le département de l'Orne, archéologique et pittoresque, représentent l'état du transept sud et celui de la rosace avant l'intervention de Ruprecht-Robert en 1845. La restauration du transept fut achevée en 1856. Pourquoi mon intérêt particulier concernant la rosace? Tout au début, j'ai indiqué que l'architecture de la cathédrale de Sées montre des motifs architecturaux qui suggèrent de fortes relations avec le gothique rayonnant, et notamment avec les parties de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui étaient en cours de construction vers le milieu du XIIIe siècle. En effet, la rosace de Notre-Dame ressemble beaucoup à celle de Sées, à ceci près que la rosace de Paris est inclinée de 15 degrés par rapport à celle de Sées. Vous les voyez, je crois, bien sûr, s'asseoir. C'est bien. Mais la rosace de Paris a également subi des restaurations, il ne faut pas l'oublier, exécutées par Viollet-le-Duc. Examinons de quelle manière ce dernier a changé l'aspect original de cette rosace. Il lui a fait simplement subir une rotation de 15 degrés. En conséquence, la rosace de Paris était à l'origine pareille à celle de Sées. Laquelle de deux est antérieure à l'autre, celle de Paris? Je pose la question. Retournons aux travaux de restauration à Sées. Malgré l'urgence de la consolidation du transept nord et du chœur, un intervalle de plus de 10 ans s'écoula avant qu'on pût obtenir l'ouverture des nouveaux crédits au budget de l'État. Ce n'est qu'en 1869 que Victor Ruprecht-Robert tressa un plan et devis de restauration pour le bras nord du transept. Puis il reprit des fondations en sous-œuvre, reconstruit la façade entière, ainsi que le pignon suivant le modèle du transept sud. Il restitua enfin la galerie vitrée et la rosace, leur forme primitive, en ajoutant les écoinçons. Entre-temps, le chœur attendait toujours sa restauration. En 1863, Victor Ruprecht-Robert avait adressé une lettre au préfet de l'Orne, signalant son état alarmant. Citation. Plusieurs arcs-boutants du chœur sont étaillés depuis un très grand nombre d'années. Les étais sont pourris et menacent de tomber ainsi que les maçonneries qu'ils supportent. Il y a peu de jours, les étaillements de 4 de ces arcs-boutants se sont lâchés tout à coup. Les claveaux des arcs, quoique très déplacés, sont restés suspendus, mais il importe, pour éviter une catastrophe imminente sur ce point, de remplacer les étaillements placés au-dessus de ces arcs-boutants. Fin de citation. Finalement, le chœur était tellement endommagé qu'on dut se ressoudre à le démolir en entier pour le remonter ensuite pierre par pierre. Les travaux de reconstruction totale du chœur et de l'abside
s'achèvèrent qu'en 1895. Après la mort de Victor Ruprecht-Robert, on confia les travaux à l'architecte Petit-Grand. L'analyse des restaurations du chœur exécutées sous la direction de Victor Ruprecht-Robert en 1849 et 1895. Concernant la reconstruction totale du chœur, Victor Ruprecht-Robert annonce en 1885, citation, « On y emploie la plupart des anciennes sculptures. L'architecture primitive a été religieusement respectée, à l'exception d'une adjonction faite à la chapelle de la Vierge, allongée d'une travée. La reproduction sera identique. Les fondations nouvelles ont dû descendre en certains endroits jusqu'à 8 mètres de profondeur. » Fin de citation. Pour vérifier si vraiment tous les détails ont été restaurés conformément à l'état d'origine, j'ai pu consulter dès les travaux de préparation à ma thèse de doctorat des plans qui avaient été tracés avant les travaux de restauration, des photographies d'époque, des publications, des descriptions et des notes manuscrites. Hormis l'allongement de la chapelle de la Vierge d'une travée, la suppression d'un arc-bouton du transept nord, les doublements des contreforts de l'abside, des portes doriques dans le transept du marbre gris-bleu, la comparaison permet ainsi de considérer que la majorité des parties refaites par Victor Ruprecht-Robert constituent une reproduction presque exacte des données primitives. En admettant qu'on utilisait les sculptures originales ou bien des copies faites d'après l'original en certains cas, une particularité nous amène à Prague. Dans le chœur de la cathédrale de Saint-Guy, le chœur, je vous montre après, ici à gauche vous voyez le chœur. Le chœur, chef d'œuvre du style rayonnant, fut achevé sous l'architecte Peter Parla, un Allemand, à partir de 1352. Mais Peter Parla ne faisait que continuer le travail déjà commencé par l'architecte Mathieu d'Arras, convoqué en 1344 à Prague par l'empereur Charles IV. Les historiens de l'art se demandent depuis toujours d'où vient le motif des sculptures situées dans la galerie du Trufforium du chœur. On trouve ici la présence des sculptures, des animaux, des bêtes, mais également des bustes des rois, des architectes, des évêques et des créatures mythiques. Dans l'article publié en 2001, j'ai déjà essayé de signaler l'existence du cycle de sculptures situé au Trufforium du C, un motif dont il est très probable qu'il fut transporté parmi un architecte français au chantier de la cathédrale Saint-Guy à Prague. L'aspect original de la façade. J'ai attiré l'attention sur le fait que l'architecture du chœur et du transept sont des exemples significatifs du style gothique rayonnant. La nef et la façade ouest, elles aussi, révèlent un courant de l'art gothique qu'on appelle le gothique normand. La façade occidentale était caractérisée au début par le vaste porche qui s'étend sur toute la largeur, en avant des 3 portails. Le porche comportait des communications intérieures reliant entre eux les 3 portails et une ouverture dans le mur vers la façade latérale du porche. Au-dessus du porche s'élevait la galerie des grandes statues, horizontale sur les petits portails et rampante sur celui du milieu, qui se poursuivit sur la face latérale du porche. Au-dessus du portail principal se trouvent 2 étages superposés. La galerie inférieure est percée des 3 fenêtres et la galerie supérieure subdivisée en 5 arcatures principales aux arcs brisés sur aiguille, lesquels abritaient autrefois des statues de grandes dimensions. Les 2 clochers n'étaient pas de la même hauteur, celui du nord était le plus élevé. Les murs des 2 tours étaient jadis ouvertes dans presque toute leur hauteur. Leurs murs étaient percés sur leurs 4 faces de longues ouvertures en lancettes. La taille de ces percements et leur nombre conféraient aux tours une grande légèreté, une transparence peu commune. En résumé, on peut constater que la façade de la cathédrale de C montre des détails absolument conformes au style gothique normand. Cette façade est très singulière quand même, et cet aspect hors du commun renvoie étroitement à l'originalité de la construction dans laquelle elle s'insère. La cathédrale mérite donc absolument d'être comptée au nombre des plus importantes constructions
du gothique normand aux côtés des cathédrales de Bayeux ou de Coutances. La cathédrale d'aujourd'hui est notre mission. Dans les années 1990, j'ai eu l'occasion de faire une large série de photos qui ont illustré en partie ma thèse. Ces photos me permettent maintenant d'observer en détail si et comment certaines parties de l'architecture et de la sculpture se sont entre-temps altérées. La comparaison des photos prises pendant mes premières visites à C avec d'autres qui datent de 2024, seulement 30 ans plus tard, indique clairement l'urgence d'intervenir pour sauvegarder les sculptures médiévales des portails. Je vous montre donc quelques détails pris en photo en 1990, puis en 2024. Je crois que les photos qui suivent maintenant parlent pour eux-mêmes. Alors, je vais commencer ici. Là, vous voyez, par exemple, à gauche, vous voyez toujours les photos que j'ai prises dans les années 1995. Et à droite, vous voyez des photos, comment les sculptures se présentent aujourd'hui. Et je crois même sur les photos, on peut voir clairement comment la pierre a su faire dans les derniers 30 ans, les détails. Ouais. Là aussi, nous avons le coq à gauche, à droite, les feuillages. Parfois, il manque même, à s'asseoir sur la partie droite, ça manque aussi des pièces, des pierres qui sont perdues, qui étaient encore là dans les années 95. Là aussi. La profondeur du relief est beaucoup moins visible aujourd'hui. Ça se voit très clairement. Ça, c'est une grande perte parce que ça, ce sont deux oiseaux. Vous voyez à gauche qu'on pouvait encore apercevoir les formes des oiseaux qui étaient déjà un Poitiers, qui ont déjà souffert, mais à droite maintenant, aujourd'hui, on ne reconnaît plus rien du tout, presque. Là aussi, le dragon qui me plaît beaucoup. Il est vraiment extraordinaire. L'écureuil aussi, à gauche, à droite, le petit chat et le souris. On voit partout le même problème que la pierre. Apparemment, ça souffre beaucoup. C'est à cause de la pollution, certainement aussi. L'hibou et encore une fois le coq à droite. La porche, c'est l'état actuel que je vous montre, que vous connaissez de toute façon, qui fait un peu s'ouvrir quand on voit l'état. Je viens de parler avec un professeur en Angleterre qui me dit, qui vient régulièrement à C pendant les derniers 40 ans, qui m'a dit ultérieurement, mais l'état de C, est-ce qu'il est vraiment tellement endommagé en ce moment? Elle était très triste. Ça a aussi des restes, des pierres, des bases qui sont là, appuyées sur les chapiteaux, les pierres qui sont prisées. Ça, c'est à l'intérieur, dans les chapelles absidales, les colonnettes, là aussi, où on voit que les colonnettes souffrent. Il y a des pièces de la pierre qui tombent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est la partie côté sud, en état actuel, avec des problèmes d'humidité qu'on voit clairement. Bon, pour conclure cette conférence, je souhaiterais partager avec vous un texte plus que j'ai préparé. Il s'agit d'un appel, une sorte de lettre ouverte, rédigée à partir de faits bien réels. Et je vous lis ce texte maintenant. Monsieur le Président, les signataires ont l'honneur de vous proposer que leur ville possède une cathédrale de XIIIe et XIVe siècle, l'un des principaux monuments de Normandie et le plus remarquable du département de l'Orne. Ce monument, longtemps négligé, puis restauré avec soin en certains endroits, est aujourd'hui laissé à l'abandon. Si les travaux urgents ne sont pas entrepris dans le plus bref délai, l'édifice est menacé et la disparition d'un ensemble de sculptures médiévales semble inévitable à court terme. Ce serait là un véritable deuil pour l'art chrétien,
pour l'histoire de l'art et une grande perte pour le département. L'arrêt des travaux représente un coup dur pour les amis de la cathédrale, dans une ville peu marquée de l'activité économique, et leur reprise sera un véritable soulagement pour la ville. C'est pourquoi les signataires de cette lettre supplient respectueusement Monsieur le Président de bien vouloir prendre la mesure de l'importance du monument, de la nécessité de la restauration et d'accorder à ce projet des soutiens déterminants qui permettent la sauvegarde du bâtiment. Ils ont l'honneur d'être, avec le plus profond respect, Monsieur le Président, les signataires. Mais ce texte que vous venez d'entendre, est-ce qu'il est vraiment de notre époque? Ou est-il bien le reflet d'une urgence silencieuse transmise à travers des siècles? Je viens de vous lire un passage de la pétition adressée le 8 août 1863 par le maire de C à Napoléon III, accompagné d'une collection de signatures. C'était juste avant la restauration du transept nord et du cœur de la cathédrale. Je n'ai fait que légère adaptation avec l'intelligence artificielle, comme vous pouvez le constater ici. Et vous voyez ici la lettre de 1863 par le maire. Et je vous le lis. Sire, les ouvriers en bâtiment établis dans la ville de C ont l'honneur d'exposer à votre majesté que leur ville possède une cathédrale du XIIIe et XIVe siècle, l'un des principaux monuments de la Normandie, le premier du département de l'Orne, que ce monument négligé comme tant d'autres pendant une période fatale, puis habilement restauré dans quelques parties, et aujourd'hui et depuis 6 ans complètement abandonné. Oui, si les réparations importantes n'y sont faites et d'urgence, l'existence même du monument est comprise, et qu'il est destiné à disparaître dans un temps peu éloigné. Que ce serait là un grand sujet de deuil pour l'art chrétien, une vive douleur pour le département dont cet édifice est la plus belle gloire. Que la cessation des travaux a été un malheur pour les ouvriers, pour une ville sans commerce, et que leur reprise sera un bienfait signalé dans une contrée complètement privée des grands travaux publics. C'est pourquoi les sous-signés supplient votre majesté de vouloir bien se faire rendre compte de l'importance du monument, de la nécessité des réparations, et de donner pour sa restauration un de ces ordres qui ont assuré la conservation de tant de vieux monuments et en fait mettre tant de nouveaux. Ils ont l'honneur d'être avec un profond respect de votre majesté, sire, les très humbles et très obéissants serviteurs et sujets. Ce texte vient du passé, mais il s'adresse peut-être à nous. Comme vous venez d'entendre, cette pétition reste une actualité troublante. L'état des parties basses des chapelles du chœur, tout comme celui de la sculpture du portail aujourd'hui en part en ruine, devrait nous inciter à adresser nous aussi une pétition aux institutions responsables de la sauvegarde. Le monument mérite non seulement d'être préservé, mais aussi d'être reconnu parmi les plus importantes cathédrales, non seulement en Normandie, mais aussi parmi les réalisations les plus novatrices de l'architecture gothique rayonnante en Europe. Je vous remercie. Merci Christiane.